La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la ministre, chère Sylvie Retailleau, Monsieur le président de France Université, Madame la présidente de l'Université Paris-Cité, chère Christine Clérici, Monsieur le président de la Conférence nationale des doyens de médecine, cher Didier Samuel, Monsieur le doyen, cher Philippe Ruzneski, Mesdames et Messieurs les doyennes et doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers confrères, chères consoeurs, Mesdames et Messieurs les internes et les étudiants, Mesdames, Messieurs, chers tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture des États généraux de la formation et de la recherche médicale. Si la richesse de notre système de santé nous vient de la qualité et de l'engagement de nos professionnels, elle nous vient aussi de notre capacité collective à créer du savoir. C'est tout ce que vous faites vivre ici, aujourd'hui, cette capacité des universités à former les professionnels et à créer et faire vivre des connaissances au service de la santé de nos concitoyens. Je sais combien il est important d'avoir des moments comme celui-ci pour y réfléchir, tous ensemble, pour inventer collectivement l'avenir. Je sais que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, avec qui j'ai l'honneur de me trouver devant vous aujourd'hui, y est aussi très attachée. Je voudrais donc commencer par vous dire merci. Merci tout d'abord à la Conférence nationale des doyens de médecine pour l'organisation de cette rencontre. Merci également à la Faculté de médecine Paris-Cité pour accueillir entre ses murs cet événement. Et merci à tous pour y participer. Je voudrais commencer par vous dire un mot dans l'esprit dans lequel je remplis ma mission de ministre de la Santé et de la Prévention. Vous le savez comme moi, notre système de santé se retrouve aujourd'hui trop souvent au pied du mur et face à des difficultés récurrentes. La logique de l'offre de soins a montré ses limites en France comme à l'étranger. Nous devons résolument passer à une approche centrée sur les besoins de santé des Françaises et des Français. Nous devons retrouver une approche du sens, une approche de l'action. Ce sera toute l'ambition de la concertation des parties prenantes, le Conseil national de la refondation en santé que je lancerai lundi prochain depuis Le Mans. Et cette concertation nous concerne tous, citoyens, professionnels de santé, élus, praticiens, enseignants, chercheurs. Le mot d'ordre, ce sera de faire remonter des solutions qui viennent du terrain, par tous ceux qui sont concernés. Dans cet esprit de concertation collective, je vise 4 priorités. D'abord, nous devons lutter contre toutes les inégalités d'accès à la santé, peu importe l'endroit où les gens habitent, leur âge, leur situation sociale ou leurs revenus. Nous voulons aussi redonner aux professionnels de santé tous les outils pour remplir au mieux leur mission aujourd'hui et surtout demain. Ces outils touchent à la formation, à l'organisation, à la qualité de vie au travail. Nous allons aussi accélérer nos efforts en matière de prévention afin d'atteindre une génération 1 de la prévention en santé dès 2025. J'y suis très attaché. Enfin, nous aurons à cœur de rénover la démocratie en santé, en associant toujours plus toutes les parties prenantes à la rénovation du système de santé, les soignants, les soignés, les élus, y compris en associant plus étroitement les soignés à la formation des soignants. Alors je compte sur vous pour participer à cette concertation en tant que partie prenante incontournable. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas juste du vent, ce n'est pas une énième concertation qui ne débouchera sur rien. C'est la première marche d'une transformation importante de notre système de santé pour laquelle j'ai besoin de vous. Vous avez un rôle essentiel à jouer pour faire vos propositions, notamment sur les études et la formation de nos futurs professionnels de santé, de tous nos professionnels de santé. C'est en travaillant ensemble, tous ensemble, que nous réussirons. Dans l'immédiat et sans attendre, nous avons accéléré plusieurs fronts par l'intermédiaire de la présentation, il y a quelques jours, du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le PLFSS. Ces premières mesures auront vocation à être complétées par celles issues du CNR en santé et par les travaux que nous conduisons en parallèle. Nous mettons notamment un coup d'accélérateur en matière de prévention, avec la mise en place des rendez-vous de prévention qui prendront la forme de bilans de santé aux âges clés de la vie. La prévention est indissociable de la santé. Nous partageons la responsabilité de former nos professionnels de santé à cette prévention. Par ailleurs, et vous le savez, nous créons une 4e année d'internat de médecine générale. Pas pour envoyer au front les jeunes recrues, comme je l'entends parfois, mais pour parfaire une formation polyvalente et exigeante.
Cette réforme, voulue par le Président de la République et que nous portons avec la ministre Sylvie Retailleau, alignera aussi la durée de la formation des médecins généralistes avec celle des autres spécialités. Cette 4e année ambulatoire sera donc professionnalisante. Elle facilitera l'installation des médecins dont l'exercice s'est considérablement modifié ces dernières années. Elle sera bien sûr assortie d'un projet pédagogique co-construit avec toutes les parties prenantes, dont les internes eux-mêmes, bien entendu. Son déroulement en zone sous-dense sera encouragé. Mais je le redis devant les représentants des étudiants, devant vous tous, ce sera une incitation et sûrement pas une coercition. Non par dogme, mais parce que cela ne fonctionnerait pas. Avec la ministre Sylvie Retailleau, nous avons donc missionné 4 professionnels, médecins, universitaires, internes, pour assurer une large concertation autour de cette réforme, assurer que ces objectifs soient bien compris et que l'on puisse identifier collectivement ces critères de réussite. Dès cet après-midi, ces membres rencontreront les organisations d'étudiants et d'internes de médecine en marge de ces états généraux. Voilà pour la dynamique actuelle de notre système de santé. Vous le voyez, il a traversé des défis, des dangers, mais il est aussi plein d'opportunités. La formation et la recherche en seront naturellement des ressorts majeurs. En matière de formation, d'abord, nous avons, vous l'avez rappelé, parcouru un chemin important ces dernières années. Je sais que la crise sanitaire a été compliquée pour assurer la continuité de la formation, pour continuer à réaliser les stages nécessaires à l'hôpital comme en ville. Je veux saluer la capacité dont vous avez fait preuve, malgré la tempête, pour maintenir le cap et pour continuer de former de nouvelles générations de professionnels. Surtout ce cap, vous l'avez tenu tout en mettant en œuvre des réformes importantes. Je pense bien sûr à la réforme du premier cycle. Cette dernière a entraîné le remplacement du numerus clausus qui était dépassé par un numerus apertus, fixé en fonction des capacités d'accueil des universités. C'était indispensable pour mieux répondre demain aux besoins de santé de la population. Je pense aussi à la réforme du deuxième cycle, qui instituera en 2024 une disparition des ECN et donc la réorganisation des contrôles de connaissances, avec normalement les écosses et des stages avec beaucoup plus de terrains de stage hors CHU, et je le souhaite, vous le savez, dans ces fameuses zones dites sous-denses. Je pense bien sûr aussi à la réforme du troisième cycle, avec la mise en place au cours de l'internat, de la phase socle, de la phase d'approfondissement et de la phase de consolidation, dont j'ai parlé pour la médecine générale. C'est le gage d'une meilleure formation, d'une meilleure responsabilité progressive et d'un meilleur accompagnement des futurs médecins. Ces réformes sont importantes, elles servent résolument la qualité des soins proposés à nos concitoyens. Alors merci, bravo à vous pour avoir su les concrétiser avec professionnalisme, volonté et engagement. Ne nous trompons pas, je tiens aussi à vous dire que je sais qu'il y a pu y avoir des difficultés de mise en œuvre et qu'il reste du chemin à parcourir. Soyez rassurés que nous allons vous accompagner et que nous serons avec vous tout au long de ce chemin. Nous le devons à nos étudiants qui sont l'avenir de notre système de santé. Aujourd'hui, si nous faisons le bilan du chemin parcouru, nous devons aussi regarder vers l'avenir. Et l'avenir de notre système de santé, il a un nom, un visage, c'est notre recherche et nos innovations. Créer de nouveaux savoirs, les faire vivre, renouveler notre manière de soigner, voilà la clé de notre santé de demain. Développer la recherche et l'innovation fait partie de mes priorités, de nos priorités, chère Sylvie. Les objectifs sont clairs. Faire de la France une nation pleinement souveraine en matière de santé et une nation leader d'ici 2030. Le but, assurer à tous les Français l'accès aux traitements dont ils ont besoin, produire les innovations de demain sur notre sol. Et ces innovations, vous le savez, elles sont médicales et scientifiques, bien sûr, mais aussi technologiques, numériques, organisationnelles et aussi managériales. En complément, la possibilité de faire de la recherche, ne l'oublions pas, c'est aussi un élément d'attractivité des carrières pour nos médecins et nos soignants. Cela participe à redonner des perspectives et du sens à leur métier, qui ne peuvent plus se limiter à l'accueil et à la prise en charge des patients, et ceci, même si rien n'est plus noble que d'être en première ligne pour soigner nos concitoyens. Retrouver ce sens de notre engagement est vital pour réfléchir à ce que l'on fait et aux moyens d'améliorer les choses en équipe. Alors nous avons de nombreux chantiers devant nous pour faire face et faire de la France une grande nation de recherche en santé. En premier lieu, je tiens à le dire en toute transparence, aujourd'hui, les procédures en matière de recherche sont trop complexes. Les démarches à réaliser sont lourdes, les délais de mise en œuvre de la recherche clinique sont longs, trop longs, et j'ai bien conscience que cela bride notre potentiel à l'heure où nous en avons le plus besoin. Nous aurons donc à cœur
avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de simplifier ces procédures. Mais pour cela aussi, j'aurai besoin des doyens, des enseignants-chercheurs, des praticiens et de tous ceux impliqués sur le sujet pour identifier les points bloquants, les irritants, tout ce que nous devons améliorer pour accélérer. Il ne s'agit pas seulement de la recherche en CHU, mais aussi dans tous les établissements de santé partenaires et en médecine de ville. En second lieu, la recherche en santé doit, pour se développer pleinement, s'étendre à la recherche en soins, qui a vocation de se déployer en cohérence avec l'universitarisation des professions non médicales. J'y suis aussi très attaché. En troisième lieu, enfin, nous devons combler le fossé qui existe entre la recherche proprement dite, qui produit des connaissances, et l'innovation, qui représente la mise à disposition de ces connaissances, le plus souvent avec des industriels, pour améliorer la santé de nos concitoyens. L'Agence de l'innovation en santé, qui va être prochainement créée et sera implantée à Paris Santé Campus, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de la Santé et de la Prévention et du ministère de l'Industrie, devra nous aider à combler ce fossé. Elle aura pour cela à sa disposition les moyens déployés par le secrétariat général pour l'investissement dans le cadre du plan Innovation Santé 2030. 7 milliards d'euros, quand même. La première étape de ce plan est l'appel d'offres en cours pour la création de 6 nouveaux instituts hospitalo-universitaires, dont nous devons rénover la gouvernance. Je sais combien d'entre vous êtes mobilisés sur ce sujet et je vous en félicite. C'est le signe d'un grand dynamisme de nos activités de recherche et d'innovation en santé et c'est une excellente nouvelle. Enfin, renforcer la recherche en France, cela passera aussi par une nécessaire rénovation du statut des hospitalo-universitaires, maîtres de conférences et professeurs. C'est un parcours d'excellence, très exigeant, qui doit retrouver toute son attractivité. Faire de la recherche, soigner des patients, enseigner, former des nouvelles générations, manager une équipe de soignants, clairement, il est difficile de tout bien faire à la fois et peut-être inutile de vouloir tout faire au risque de négliger l'un ou l'autre. Des solutions existent, nous devons les approfondir. Il s'agit par exemple de définir des périodes au cours de la carrière pendant lesquelles les différentes missions pourront s'exercer successivement. Cela peut aussi passer par une répartition des missions entre plusieurs praticiens. La création d'équipes hospitalo-universitaires doit par exemple nous y aider. Il faut que nous soyons inventifs en la matière. Recrutons les meilleurs et sachons les garder. Comme sur les autres sujets, une approche pragmatique est à mettre en œuvre. Je compte sur vous, enseignants, chercheurs, MCUPH, PUPH, doyens, présidents d'université, praticiens hospitaliers et étudiants, pour être force de proposition. Je ne peux oublier, dans les sujets d'actualité actuellement, le sujet de la retraite des hospitalo-universitaires. Pour rassurer l'esprit, ce sera de donner des incitatifs, des valorisations plus fortes à ceux qui s'engagent pour la recherche et l'enseignement en parallèle de leur métier de soignant. Mesdames, Messieurs, j'ai déjà été long. Je vais abréger pour laisser la parole à Madame la Ministre. Soyez assurés que nos deux ministères travaillent résolument et de concert à tous les chantiers que je viens d'évoquer. Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne sauront ni lire ni écrire, mais ceux qui ne seront pas capables d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Edgar Morin. Je crois que c'est tout l'esprit qui nous réunit ce matin. Former, être formé, faire de la recherche. C'est apprendre en continu, évoluer en permanence et ne pas reculer devant l'obstacle. C'est cet esprit, j'en suis sûr, qui nous permettra de répondre toujours mieux aux besoins de santé de nos concitoyens qui doit être notre boussole. Je vous remercie.